Donc on va peut-être commencer cette table ronde par un petit rappel. Il y a, je crois, 2 points que je voudrais faire pour animer ou commencer à animer ce débat. D'abord, rappeler quelques éléments clés des AG 2015 sur la gouvernance. Cette année, on avait pour la 2e fois la question du CNP qui était à l'ordre du jour des assemblées générales. Alors, un petit chiffre qui a été préparé par les équipes, c'est que cette année, on a eu un léger recul dans les résolutions, dans le vote des résolutions d'environ 5%. Je crois qu'il faut juste relativiser un tout petit peu ce recul. Je crois que c'est aussi une question de maturité de l'ensemble du système. Les résolutions en matière de rémunération sont de plus en plus techniques, de plus en plus détaillées. Et je crois qu'on va arriver progressivement à une sorte d'équilibre. Donc ça, c'était un des 2 points de ces assemblées. Et puis, du côté des entreprises, une volonté assez marquée de faire le lien entre performance et rémunération. Et ça, je crois que ça a été un grand débat. C'est un peu au cœur du CNP. Donc, ça a été une année où, finalement, on a introduit au niveau des entreprises un certain nombre d'éléments supplémentaires de transparence, ce qui renvoie à ce que Philippe Marigny disait tout à l'heure en matière de progrès des entreprises avec le temps. Alors, en particulier, la question un peu technique du taux de réalisation, qui est un sujet à la fois très important et assez sensible pour les entreprises. Donc voilà quelques points sur les AG de cette année en matière de gouvernance. Alors, pourquoi L'Oréal, finalement, est récompensé? Alors, j'enchaîne peut-être pour lancer un peu le débat. D'abord, parce que L'Oréal a bien mis en évidence le rôle du Conseil dans l'élaboration et la mise en œuvre de la stratégie. Il s'agit non seulement d'exposer quelle est cette stratégie, mais également d'expliquer, de faire de la pédagogie sur comment fonctionne un conseil et comment le conseil finalement participe à l'élaboration de cette stratégie et de sa mise en œuvre. Un deuxième point qui a frappé le jury, c'est des informations relativement détaillées sur le processus de sélection des nouveaux administrateurs. Et ça, c'est, je crois, un point important pour l'actionnaire, parce que souvent, on a ce type de questions en assemblée. Les actionnaires se disent, mais finalement, moi, Monsieur le Président, je suis candidat. C'est des questions qu'on a en assemblée, ou bien on a d'autres voix qui s'expriment pour devenir candidat. Donc il est dans notre rôle d'expliquer comment finalement on compose un conseil. Et vous le savez, il y a un certain nombre de critères. Une entreprise, c'est une action dans un certain nombre de pays, c'est beaucoup de secteurs qui sont couverts, c'est beaucoup de compétences réunies autour d'une table. Et je crois que ce que les conseils essayent de faire et de dire, c'est finalement comment on compose un conseil, quelles sont les compétences que l'on met autour de la table, pourquoi on va chercher finalement un certain type de profil. Et ça, je crois que c'est un élément également du débat de la gouvernance et c'est un élément qui a frappé le jury en ce qui concerne L'Oréal. 2 autres points qui ont été émergés. D'abord, des explications détaillées sur la politique de rémunération, mais aussi son évolution, ce qui est un des grands sujets du CNP. Pourquoi est-ce que la rémunération est là où elle est, et aussi pourquoi et comment est-ce qu'elle évolue. Et enfin, l'intégration des résolutions importantes de l'AG au fil de l'eau dans l'Assemblée. C'est donc une intégration profonde des éléments de l'AG et des résolutions, des votes qui seront proposés aux actionnaires, qui est intégrée dans le discours de l'AG. Pour toutes ces raisons-là, je dirais, le jury a considéré que L'Oréal méritait le prix de la gouvernance. Et donc, je pense que c'est important qu'on puisse, avant d'aborder cette table ronde, de rappeler un petit peu tout ça. Alors, ce que peut-être la première question que j'aurais posée à Jean-Paul, c'est finalement comment le Conseil de L'Oréal et son président ont intégré la dynamique de la gouvernance. Parce qu'une gouvernance, c'est pas quelque chose de figé, c'est quelque chose qui évolue, c'est quelque chose qui doit prendre en compte en fait les opinions et puis les évolutions dans la société. Donc comment est-ce que le Conseil de L'Oréal prend en compte ces évolutions au niveau de la stratégie et de l'évolution de la gouvernance? Tout d'abord, le Conseil de L'Oréal est un conseil fort.
Pour ceux qui connaissent les participants, les membres du conseil, les administrateurs, c'est un conseil très fort. Nous avons une famille qui est très impliquée, bien évidemment, dans la stratégie de l'entreprise. Nestlé qui est très impliqué également, mais des grands administrateurs qui connaissent très bien l'entreprise, comme Louis Schweitzer, Charles-Henri Philippi, des nouveaux administrateurs comme Virginie Morgon, etc. Et donc nous avons la chance d'abord d'avoir un conseil de personnalités puissantes, qui ont une très grande expérience, une très grande compétence, et je dirais aussi une très grande liberté de ton. Parce que paradoxalement, parfois on dit que quand les années s'accumulent, les administrateurs perdent leur indépendance. Moi j'ai l'impression que parfois c'est l'inverse. C'est que plus les années passent, et quand vous avez la chance d'avoir des très grandes personnalités à votre conseil, elles se sentent finalement assez libres. Parce qu'elles connaissent bien l'entreprise, parce qu'elles la comprennent bien, parce qu'elles savent qu'elles peuvent s'exprimer en toute liberté, donc vraiment d'exprimer leur point de vue et d'influer sur le cours des choses. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, on a un conseil extrêmement ouvert et spontané, c'est-à-dire qu'il n'est pas du tout formel, formaliste. On fait tout ce qu'il faut, bien sûr, dans les règles, mais il est surtout un moment privilégié d'échanges stratégiques. Et moi, je veux dire que je considère le conseil d'administration comme, personnellement, un des moments les plus intéressants, passionnants, enrichissants pour moi, pour nous, avec Christian, parce que c'est un formidable... c'est comme une équipe de consultants de très haut niveau gratuits qui peuvent formidablement vous aider dans la définition de votre stratégie, dans la mise en œuvre. Donc, c'est une opportunité formidable. Donc je crois que quelque part aussi, c'est ça un peu qu'on essaye d'exprimer à travers l'Assemblée générale, c'est que finalement ce conseil est un vrai moment, un vrai endroit de gouvernance de l'entreprise, de façon très libre, très spontanée et en même temps très, très riche. Alors, d'autres sujets, on est parti peut-être plus sur... Pardon, Philippe, oui. Non, je vous en prie. Pardon, non, je ne voulais pas vous couper, mais et j'avais un souvenir. Autrefois, lorsque les idées de gouvernement des entreprises ont prospéré, dans la foulée du rapport Cadbury, et il se trouvait encore dans notre pays des entreprises qui n'adhéraient pas au rôle des comités. Et je voudrais peut-être évoquer cela. Et j'ai le souvenir de votre prédécesseur, Édouard de Royer. Et il y avait 2 grandes entreprises cotées en France qui traduisaient cet état d'esprit, selon lequel le Conseil est un collège qui est responsable de tout. La segmentation du collège aurait nui à cette responsabilité, disait-il. Alors aujourd'hui, longtemps après, quel regard peut-on porter selon les particularités des entreprises sur le rôle des comités, n'est-ce pas? Est-ce que le comité nuit en définitive à la responsabilité collégiale et globale du conseil d'administration? Alors, messieurs les présidents, et puis peut-être les acteurs de place, madame la professeure, monsieur le délégué général qui observe tout avec beaucoup de science et de précision. Moi, je vais commencer peut-être, puisque c'est l'expérience de L'Oréal. Je ne sais pas si cette idée-là a existé à un moment donné, il faut la respecter, mais en tout cas, aujourd'hui, moi, j'ai la conviction inverse. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que les sujets sont quand même de plus en plus compliqués et de plus en plus riches. Et un conseil le comité, justement, c'est une extension du conseil qui permet d'approfondir, de préparer des sujets qui sont quand même des sujets qui méritent une grande réflexion, un approfondissement, un débat, etc. Le comité stratégique, par exemple, sur la réflexion stratégique des décisions à prendre pour l'entreprise, il est absolument indispensable. Le comité des nominations et de la gouvernance, justement, il est absolument fondamental, comme disait Benoît Potier, pour bien réfléchir au renouvellement du Conseil. Le Conseil des ressources humaines et rémunération, il est absolument vital. Et tous ces sujets-là maintenant, peut-être qu'il y a 15 ou 20 ans, c'était des sujets faciles, ou en tout cas moins complexes qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, ils sont complexes et ce serait impossible de gouverner une entreprise sans ces comités. Donc nous, on considère au contraire les comités comme quelque chose un rouage essentiel du fonctionnement d'un conseil.
Comme j'aime bien la gouvernance publique aussi, je vais faire une petite comparaison entre les conseils des ministres à Bruxelles et le COREPER. Pour moi, c'est exactement ça. Les comités, qu'on appelle d'ailleurs de spécialisation ou comités spécialisés, sont là pour travailler plus au quotidien, en tout cas de manière plus régulière, pour creuser un certain nombre de sujets, apporter des éléments plus aboutis finalement à un conseil d'administration. Et c'est bien l'équipe qui prend les décisions une fois les questions détaillées et traitées et qui engage sa responsabilité. Il est, en tout cas, du point de vue des magistrats, hors de question que ce soit les comités de spécialité ou dits spécialisés qui endossent la responsabilité d'une nomination, d'une rémunération, des questions de RSE. Ces membres-là sont là simplement pour creuser des questions. Alors, puisque Christian, oui, alors, merci. Je pense que la montée en puissance des comités a accompagné la montée en puissance du Conseil, en réalité. C'est que les conseils sont beaucoup plus impliqués maintenant qu'il y a 20 ou 25 ans dans la définition de la stratégie, dans la gouvernance. Il y a beaucoup plus de sujets qui sont vraiment débattus au Conseil. Et donc, les comités fonctionnent bien à une condition importante, en tout cas dans le contexte français, c'est de ne pas se substituer au Conseil et donc d'être vraiment des instances de préparation des délibérations du Conseil. Et on voit bien comment ça se passe lorsque les comités font rapport de leurs travaux, s'il y a débat ou pas. Le fait qu'il n'y ait pas de débat ne veut pas dire que le comité n'a pas bien travaillé. Peut-être c'est le signe qu'il a très bien travaillé, mais il faut que de temps en temps, il y ait des débats. Et en fait, c'est bien ce qui se passe dans la plupart des cas. Dans d'autres contextes, par exemple aux États-Unis, la situation est très différente parce que les comités ont délégation pour prendre des décisions très importantes, en particulier sur les rémunérations ou sur le choix des administrateurs. Mais dans le contexte français, la réussite, c'est le comité qui prépare les délibérations du Conseil. Voilà, moi, témoignage peut-être, puisque vous avez mentionné Édouard Droyer et la voix qui s'élevait en fait en France sur ce sujet. Je crois que ce que Édouard Droyer voulait dire, c'est que la voix du Conseil était unique. C'est-à-dire que la communication finale du Conseil était portée par la voix du Président, par le Président. Et d'ailleurs, nous avons eu, pendant de nombreuses années, la question et le débat à l'intérieur du Conseil de l'air liquide pour savoir si, en Assemblée générale, il fallait qu'il y ait un seul membre qui parlait au nom du Conseil, unicité de voix, ou si nous devions passer à une série d'exposés par les membres du Conseil. Ça n'a pas été simple et nous ne l'avons pas résolu instantanément. Aujourd'hui, le Président a la parole pendant l'Assemblée et nous donnons la parole à un certain nombre d'intervenants plutôt opérationnels, mais au Président du Comité des rémunérations. Donc nous avons évolué, je dirais, relativement lentement. Maintenant, est-ce que c'est un vrai sujet et comment est-ce qu'on doit considérer ça par rapport au comité? Pour moi, un comité, c'est un groupe de travail au sein du Conseil. C'est-à-dire qu'on constitue une équipe qui est chargée techniquement d'examiner en fait un certain nombre de points à fond pour le compte du Conseil. Et ce qui est très important, c'est d'avoir un rapport qui est fait par le président du comité au Conseil avec un vrai débat au niveau du Conseil. Mais il n'y a pas du tout d'antinomie entre cette voix unique à la fin du Conseil par la voix de son président et le travail qui est fait en comité. Je pense que le système a très bien évolué. Maintenant, on vient de le dire, les sujets sur lesquels nous devons plancher en termes de technicité sont de plus en plus compliqués. Que ce soit la gouvernance, exemple cette année, la loi Florange, ça a donné lieu à des débats importants. Qu'est-ce que le Conseil pense du droit de vote double? Ça a été une question extrêmement débattue, je pense, dans tous les conseils. Alors, chaque entreprise avait une situation différente. Mais voilà un élément qui ne peut pas simplement donner lieu à un quart d'heure de discussion au Conseil. Donc, il faut une bonne préparation. Les éléments de rémunération sont évidemment extrêmement techniques. Le comité des risques est aussi un comité qui travaille beaucoup, sans parler évidemment du comité d'audit. Donc je crois que les conseils ont évolué vers plus de technicité, des sujets plus pointus, donc nécessité de travailler sous forme de groupes de travail qui sont des comités, et ensuite débat, mais la question de la parole du Conseil et l'unicité de décision du Conseil reste, en termes de droit français en tout cas,
quelque chose de fort, c'est-à-dire qu'en fait le Conseil est pas toujours unanime, mais le Conseil est un seul organe de décision à la fin. La synthèse, c'est donc dégagée assez naturellement au terme de ces années d'évolution. Et le paradoxe des choses veut, et c'est en même temps le hasard, que les deux entreprises françaises qui étaient vraiment, à l'époque dont j'ai parlé, les plus attachées à la notion de responsabilité globale, indivisible du Conseil, je crois bien me souvenir que c'était L'Oréal et l'Air Liquide qui étaient les plus fidèles à une conception de gouvernance mettant vraiment en exergue cette responsabilité globale et indivisible. Et en définitive, aujourd'hui, la pratique s'est affirmée et comme elle a été rappelée par les deux présidents. Si vous permettez, je voudrais faire rebondir encore quelques instants qu'une question peut-être politiquement un petit peu incorrecte, on veuille bien me le pardonner, compte tenu de la tendance tout à fait normale, aujourd'hui bien établie, à rechercher une parité homme-femme des conseils. Est-ce que l'on ne se prive pas, dans cette période d'évolution où il faut atteindre la juste proportion, de quelques talents qui manquent dans vos conseils? Alors pardonnez-moi, c'est une question un peu impertinente, mais pour nourrir le débat, pour le faire vivre. Jean-Paul, tu vas commencer? J'ai pas bien compris la question, pour être franc. Oh. Et on notera aussi qu'il n'y a pas une grande parité sur notre panel aujourd'hui. On est deux femmes. Je ne sais pas si on est dans les quotas, Viviane. Là aussi, je crois que c'est l'inverse, mais je sais que le sénateur aime bien faire de la provocation pour susciter les débats. Non, c'est très clairement l'inverse. Au contraire, c'est, je crois, en cherchant la parité qu'on va chercher plus profondément des talents différents, en particulier donc des talents puisque la parité, ça peut être dans les deux sens, hein, mais puisque nous, on venait plutôt d'une majorité homme, on va plutôt chercher du côté féminin, et ça nous donne au contraire l'occasion d'aller chercher des talents qui sont formidables. Et qui sont très différents d'ailleurs. Moi, ce que j'apprécie énormément, indépendamment de la parité à laquelle on progresse très vite, c'est qu'effectivement, là vous avez raison, mais enfin, d'une certaine manière, c'est que les talents et les valeurs ajoutées des administrateurs féminins sont formidables. Ils sont très différents des profils qu'on avait auparavant au Conseil. Donc c'est QFD quelque part. Hein. Il y a vraiment par la parité un enrichissement du Conseil avec des profils différents, des points de vue différents, des sensibilités différentes. Au contraire, je crois que c'est un formidable renouvellement de nos conseils. Et merci beaucoup. Merci, je voudrais juste ajouter un tout petit point justement pour aller dans votre sens, c'est que si vous regardez les derniers chiffres qui sont parus récemment par Etting Board et différents éléments sur les femmes dans les conseils cette année, ce phénomène, y compris dans les sociétés où ce n'est pas obligatoire, s'accroît. C'est-à-dire que même les sociétés aujourd'hui cotées sur Alternex, les plus petites capitalisations, on vient apprendre ce que vous faites tous déjà de longue date dans les grosses capitalisations. Et donc on voit le phénomène descendre dans les petites et y compris dans les grosses PME non cotées. Donc merci pour l'exemple que vous donnez à tous.